Sur les enjeux, sur les questions de stratégie environnementale ou dans des stratégies en faveur de la transition écologique, en gros, il y a deux grands champs. Atténuation, adaptation. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais revenons 2 secondes sur cette notion. Atténuation, ça veut dire qu'on a compris qu'il y avait une relation entre une cause, un effet. Donc, on essaye de limiter, de réduire, c'est pour ça qu'on atténue la cause pour limiter l'effet. Typiquement, consommation d'énergie fossile égale émission de gaz à effet de serre, émission de gaz à effet de serre égale changement climatique, donc il faut réduire la consommation d'énergie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour réduire, ou pour influer de manière positive sur le changement climatique. Ça, c'est l'atténuation. En France, on a traité des questions d'atténuation, en gros, depuis le début des années 2000. C'est pas que la France, d'ailleurs, c'est un peu partout. Et on a fait ça pendant une bonne quinzaine d'années. Donc de 2000 à 2015, on a traité, enfin même un peu plus que ça d'ailleurs, 2017-2018, on a traité surtout beaucoup des questions d'atténuation. Et on parlait très peu d'adaptation. C'est-à-dire qu'on était un peu dans l'idée allez, on va pas dire prophétie un peu autoréalisatrice, mais pas loin. C'est-à-dire que si on faisait tout très bien en termes de réduction des consommations d'énergie, puis donc plus tard en termes de décarbonation, alors peut-être il n'y aurait pas de changement climatique. Bon, on s'était un peu fourvoyé. Il faut dire que les rapports du GIEC n'étaient pas aussi diffusés et pas aussi discutés qu'ils le sont maintenant. Et puis, on a connu quand même entre 2000 et maintenant, une petite période quand même qui est, 1, la crise sanitaire, 2, l'été 2022 avec crise écologique systémique à répétition, répétée en 2023. Et là, maintenant, on a complètement changé d'approche, de philosophie par rapport à tout ça. Et il y a un vrai changement de paradigme dans la façon de traiter l'aménagement, l'urbanisme et la construction. Aujourd'hui, on se dit, ah mais en fait, les changements sont en cours. Le changement climatique est en cours et bien sûr, il faut continuer à déconsommer, à décarboner, mais de toute façon, il se passera quelque chose. Les températures vont augmenter, les épisodes caniculaires vont être plus violents et plus répétés, les crues sont plus importantes, etc. Donc, il y a des changements. Et donc, ça veut dire que le gros changement là aujourd'hui, c'est qu'il faut donc maintenant s'adapter à des conditions de demain qu'on peut déjà entrevoir aujourd'hui et qu'on peut évidemment comprendre par la lecture des rapports du GIEC, par la scénarisation qui est faite par la communauté scientifique. Que va-t-il se passer de manière un peu prédictive et probabiliste en 2030, en 2040, en 2050 et comment donc adapter nos territoires, nos aménagements, nos espaces publics et nos bâtiments. J'insiste pour dire que ce n'est pas qu'une question de bâtiment, il faut donc adapter l'ensemble du territoire. Et j'aime bien chiffrer, donner un petit chiffre pour montrer l'importance de l'enjeu. Vu qu'on est dans des pays, si on parle de l'Europe et si on parle des villes en France, qui ont une histoire urbaine ancienne, dans des pays où il y a une faible démographie, finalement, la ville de demain existe en très grande partie déjà aujourd'hui. On renouvelle très peu la ville. Sur la construction, on renouvelle en fait le stock de bâtiments existants à moins de 1% par an, ce qui fait qu'il y a une inertie. Donc ça veut dire que, 1, il faut évidemment faire avec ce qui est déjà là. On dit souvent la ville de demain existe déjà aujourd'hui. Et donc le chiffre, c'est que si on projette en fait ce taux de renouvellement urbain, donc le nombre de constructions neuves, le nombre d'espaces publics nouveaux qu'on réalise aujourd'hui, si on le projette sur un temps long, 80% des bâtiments, mais aussi des espaces publics, même des infrastructures de 2050 existent déjà aujourd'hui. Ça donne l'importance de l'enjeu. Il faut bien travailler avec l'existant, et donc la petite question subsidiaire derrière le 80% des bâtiments et des espaces publics de 2050 existent déjà aujourd'hui, c'est d'accord, mais donc combien de ces bâtiments, de ces espaces publics, de ces infrastructures qui existent donc aujourd'hui et qui seront encore présentes en 2050, et surtout celles qu'on produit là maintenant, non seulement on est à peu près sûr qu'elles soient présentes en 2050, mais même encore peut-être certainement en 2100, combien donc de ces bâtiments, de ces espaces publics, de ces infrastructures qui seront présents en 2050 sont-ils adaptés aux conditions de 2050? Et la réponse est quasiment 0. Donc ça donne l'importance de l'enjeu. Oui, il faut aujourd'hui travailler sur l'adaptation de ce qui existe déjà aujourd'hui et la capacité d'adaptation, ou l'adaptabilité, on va dire, même de ce que l'on produit aujourd'hui. Parce qu'on viendra évidemment sur la question du PLUI et de la règle qui traite aujourd'hui essentiellement le neuf. Ça ne veut pas dire, comme c'est du neuf, il ne faut pas l'adapter. Si, il faut déjà prévoir aussi le neuf ou la transformation lourde, la réhabilitation lourde, dans sa capacité à encaisser
les changements climatiques, donc les conditions de 2050 et les aléas qu'on pourra connaître. Donc le préalable était un peu long pour cadrer, en tout cas sur atténuation et adaptation, mais pour dire vraiment l'importance des enjeux. Moi j'aime bien dire, il y a un changement radical en fait qui est en train de s'annoncer, donc l'adaptation est le nouvel enjeu majeur de l'aménagement, de l'urbanisme et de la construction, sans oublier évidemment l'atténuation. Alors après, rapidement sur les questions d'adaptation, aujourd'hui on peut considérer assez facilement, enfin, dans les espaces urbanisés, en général ils sont trop imperméabilisés, ils sont trop minéralisés, il y a une couverture végétale qui est insuffisante, il y a un cycle de l'eau qui a été rompu par la minéralisation, etc. Il y a un dessin du territoire et de la ville et des espaces publics qui a été très orienté par la voiture, donc on est essentiellement sur des choses roulantes qui sont plutôt des asphaltes et des matières qui sont assez sombres. Donc il y a un phénomène sur la question du climat donc, qui s'appelle l'îlot de chaleur urbain. Donc quand on combine un peu tous ces éléments-là, il y a aussi des espaces publics qui n'ont pas été dessinés pour être rafraîchis de manière naturelle par le vent. Donc comment on arrive à faire rentrer une brise rafraîchissante dans un espace urbain pour pouvoir faire du rafraîchissement adiabatique et donc le préparer aux épisodes chauds, etc. Donc une fois qu'on prend tous ces éléments-là, en gros, l'adaptation, c'est de faire quasi l'inverse de ce qu'on a fait pendant des années et des décennies, c'est-à-dire désimperméabiliser, déminéraliser, remplacer des revêtements dans l'espace public qui sont de couleurs sombres par des couleurs claires, restaurer le cycle de l'eau, planter là où c'est possible, refaire venir le vent, refaire venir la lumière, mais tout en se protégeant du soleil. Donc en fait, c'est tout le vocabulaire, on va dire, de l'adaptation qui traite à la fois de bioclimatisme, de porosité aérolique, de rafraîchissement naturel, de végétalisation. Donc voilà, on est en train de changer complètement finalement la façon de considérer l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Franck l'a évoqué, hein, nos sociétés elles sont dans une sorte de course contre la montre. Je dirais l'orientation 2050, c'est dans 25 ans, c'est demain. Donc ça, cette course contre la montre, elle est lancée. Je trouve qu'elle s'adapte à une vitesse, alors certains diront pas assez vite, trop lentement. Ceci dit, les changements sont quand même très rapides, et y compris des enjeux qu'on n'avait pas en 2019. 2019, c'est même pas hier, c'était il y a quelques minutes. Aujourd'hui, on voit bien qu'il faut pouvoir aller bien au-delà. Alors notre territoire, il a une particularité, puisque nos vallées alpines, elles n'ont pas découvert, je dirais, les problèmes de réchauffement sur l'été 2023 avec la canicule. Ça fait des années qu'on le voit, les 2 degrés, ils sont déjà présents. Quand on regarde nos glaciers, on voit qu'ils disparaissent. On s'est pris, là, au mois de décembre, novembre-décembre, 3 crues majeures de l'Isère, alors qu'on voyait ça tous les 15 ans. Donc notre territoire, quelque part, il était préparé à cette prise de conscience. Il y a également une culture d'innovation à Grenoble. Alors, je ne sais pas si c'est le côté ingénieur et autres, mais qu'on a retrouvé, par exemple, quand la ville de Grenoble a fait l'écoquartier, le premier écoquartier labellisé de la caserne de Bonne, c'était les enjeux d'énergie. Et cette capacité d'innovation, cette culture d'innovation, elle est là. Donc oui, le PLUI avait fait déjà de gros chemins sur la préservation des terres agricoles naturelles, sur l'énergie, sur la protection de la végétation, mais il fallait pouvoir aller plus loin sur d'autres champs. Alors le premier, c'était la question du carbone, qui aujourd'hui dans le PLUI n'est pas présente et qui est un enjeu absolument majeur, hein. Et ça, c'est un énorme défi, la décarbonation de la construction. On a des petits chiffres qui sont un petit peu redoutables, hein. 40% des gaz à effet de serre qui sont liés au bâtiment, dans la construction et après sa vie future, ou 30% de la consommation d'énergie finale qui est également liée au bâtiment et à la construction, 60% des déchets. Donc la question de la construction, de l'aménagement, elle est absolument centrale dans ces évolutions à faire de nos sociétés. Donc les élus ont voulu qu'on puisse très rapidement briller sur la bioclimatisation qui se fera en 2 étapes. Il y aura l'acte 1 et l'acte 2. Et là, on est vraiment en train de préparer l'acte 1 qui se fera autour de la question d'aller plus loin sur la protection des arbres et de la nature en ville, le renforcement de la nature en ville, un élément essentiel pour la lutte contre les îlots de chaleur urbains, la décarbonation, je l'ai dit tout à l'heure, et puis tout ce qui est prise en compte des enjeux de surchauffe d'été. Franck l'a dit, il n'y a quasiment aucun bâtiment existant aujourd'hui ou en cours de construction qui est adapté au climat qu'on aura dans moins de 20 ans.
Bon, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Je crois pas. La métropole a vraiment structuré la question du plan air-climat comme un élément essentiel de son organisation. Pas pour rien que la mission qui s'en occupe est rattachée directement à la direction générale et qu'elle vient du coup impacter l'ensemble des actions de la métropole. Le PLUI, c'est un outil un petit peu particulier, parce que c'est un outil qui permet au territoire finalement de faire de la réglementation locale. C'est pas très français ça, parce qu'on a l'habitude de dire, quand on fait du droit, entre guillemets, c'est à Paris que ça se fait. Et bien là, on a un outil un peu particulier qui donne aux élus les moyens de faire de la réglementation locale, bien sûr dans le respect de la réglementation nationale, mais il y a une vraie capacité d'initiative qui est donnée aux élus locaux de pouvoir réglementer d'un peu tout ce qui se construit, à peu de choses près. Donc c'est quand même un levier absolument majeur, parce qu'on ne discute pas si on le respecte ou pas, on doit le respecter. Et il y avait vraiment un gros enjeu de dire comment je donne aux maires la capacité, quand ils délivrent, ils instruisent les autorisations d'urbanisme, de répondre à ces enjeux. Et qu'ils ne soient pas en situation de dire bah, finalement, je n'ai pas une réglementation qui me permet de pousser les acteurs à prendre en compte cette dimension-là. Donc c'est vraiment un outil très très important et qui est un outil qui est au service finalement de tout un tas de politiques métropolitaines. C'est le cas sur les politiques liées à l'énergie, c'est le cas sur les politiques liées au logement social, c'est le cas sur les politiques de végétalisation, ça va être aussi le cas pour l'espace public. Enfin, tout un tas de politiques métropolitaines trouvent dans le PLUI une caisse à outils réglementaire. On est venu en effet 4 fois. La première fois, c'était un temps un peu long de prise de parole sur à la fois les enjeux de la transition écologique, quels problèmes on rencontre aujourd'hui, comment on peut aborder les questions. On a beaucoup parlé justement de la différence atténuation-adaptation qui n'était pas si évidente que ça. Et je ne parle pas de Grenoble parce que, pour rebondir quand même sur ce que disait Bruno, il y a on va dire une propension à s'intéresser à ces sujets à Grenoble qui est quand même assez marquée. Oui, bien sûr, parce que à la fois territoire vulnérable, et on sait bien sur les questions de l'enneigement, par exemple, ça pose de grandes questions sur que vont devenir un certain nombre de stations de basse altitude demain, etc. Donc c'est par rapport à une question climatique, il y a une vraie angoisse qui peut naître. Donc évidemment, ça ouvre l'esprit à la question de l'adaptation, peut-être encore plus fortement que sur d'autres territoires, et pas que de l'adaptation d'ailleurs, de l'atténuation aussi. Mais donc on a commencé par balayer un peu largement les sujets dans une approche qui a peut-être dérouté un certain nombre de personnes, puisque on balayait beaucoup, on montait assez haut dans les concepts et on redescendait quand même sur des applications territoriales. Qu'est-ce que ça veut dire finalement d'allier à la fois concept et action? Mais je pense que ça a été un moment quand même assez important pour donner des éléments de vocabulaire commun, pour bien clarifier un certain nombre de notions. Je parlais de la distinction entre atténuation et adaptation. On a fait un gros effort d'ailleurs de décryptage de qu'est-ce que ça veut dire finalement l'adaptation, parce que là je l'ai raconté tout à l'heure de manière relativement rapide, mais on est allé assez loin sur qu'est-ce que ça signifie concrètement en termes d'action, en termes de levier de projet, en termes de gouvernance, en termes d'identification des bénéfices rendus par les actions de l'adaptation, etc. Donc ça, c'était le premier séminaire. Après, il y avait les deux temps intermédiaires, donc vraiment où tout le monde travaillait. Donc le premier temps sur les éléments d'écriture, donc sur les deux axes à inscrire par le texte, donc dans le PLUI, et puis le deuxième temps de travail autour de l'OAP bioclimatique. Et donc là, on a trouvé d'abord des élus, des services extrêmement motivés, plutôt même assez compétents, et pour certains très très compétents. Donc là aussi, comme disait Bruno, oui, je pense quand même qu'il y a un marqueur, enfin il y a un ADN, on va dire, culture ingénieur, culture scientifique. Et évidemment, les enjeux de la transition écologique s'abordent quand même d'abord par la question par l'approche scientifique, par le calcul. Moi, j'aime bien dire que Grenoble me semble, et la métropole me semble assez guidée par, on va dire, le calcul comme boussole. Il y a ce petit côté ingénieur que je partage beaucoup, le calcul comme boussole, le calcul pour
pour aider à comprendre, le calcul pour aider à voir clair et le calcul pour finalement viser loin, quoi, et de manière la plus objective et la plus précise possible. Donc on a trouvé tout ça. Et les discussions, moi je les ai trouvées extrêmement intéressantes. Oui, parfois il y avait des éléments de cadrage par rapport à la question sur des apports techniques. On a parlé pas mal de la question des matériaux biosourcés, quel effet finalement du biosourcé. Évidemment, la première qualité qu'on reconnaît aux matériaux biosourcés, c'est de travailler sur des filières plutôt bas carbone, mais il n'y a pas que ça, ça a aussi un vrai intérêt en termes d'inertie thermique, qui est quand même un vrai sujet aussi aujourd'hui, parce qu'en fait on décarbone les constructions, mais très souvent on les allège ou on travaille à partir de matériaux à base végétale, et il y a une conséquence, c'est qu'on perd souvent en inertie thermique. Et l'inertie thermique, elle est pourtant extrêmement importante pour pouvoir encaisser des épisodes chauds et des épisodes caniculaires. Donc on a fait un peu de pédagogie sur le fait que le biosourcé permet plusieurs effets, à la fois de la décarbonation, à la fois de la résilience au changement climatique. Et puis, parfois, il y avait dans des discussions des élus qui avaient envie de pousser les curseurs tellement loin que, contrairement à ce que je pensais, ça m'est arrivé de plutôt parfois tempérer les ardeurs en disant attention, mettez pas les curseurs tous au maximum, sinon il se passera peut-être plus rien, on ne pourra plus construire. Et parce qu'évidemment, nous on l'a vu aussi sur d'autres territoires, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on dit toutes les constructions aujourd'hui doivent être basées sur la RE 2020, mais horizon 2031, malheureusement il n'y a pas encore complètement les filières, il n'y a pas encore complètement les matériaux, il n'y a surtout pas les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Donc on a aussi fait un peu de précaution en disant attention, soyons ambitieux, voire très ambitieux, mais pas trop ambitieux et pas sur tous les critères, sinon finalement on risque de tout bloquer. Par contre, il a été aussi beaucoup question de comment on peut inscrire dans le texte la capacité d'évoluer dans le temps sans avoir à relancer une modification numéro 4, numéro 5, avec la lourdeur évidemment que ça peut représenter, mais donc de pouvoir cranter en 2025, en 2026, en se disant finalement, aujourd'hui les filières sont prêtes, les matériaux sont disponibles, l'économie peut encaisser tout ça, et donc vite on remonte d'un cran l'ambition. Donc ça a été aussi beaucoup discuté, donc de trouver une forme d'agilité dans le texte. Donc voilà, en tout cas, pour moi, ça a été j'espère avoir apporté quelque chose, on va dire, dans ces échanges autour du PLUI et de la modification numéro 3, donc de bioclimatisation. Mais en fait, moi, j'ai aussi beaucoup appris. Et puis de voir le texte se faire ou l'ambition se construire de l'intérieur, moi, j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que dans les axes, donc les deux grands axes majeurs et les quatre, si on travaille au niveau des sous-axes, donc les quatre enjeux majeurs qui ont été inscrits dans le PLUI, plus l'OAP bioclimatique, ce que je trouve extrêmement important de dire, c'est que on a des axes qui travaillent à la fois et simultanément sur l'atténuation et l'adaptation. Pour revenir à cet échange du début sur la distinction atténuation-adaptation, donc il y a un premier axe sur préserver le patrimoine végétal, le renforcer, le diversifier, déminéraliser, désimperméabiliser par la couverture végétale à renforcer. Donc ça, c'est fondamentalement un axe d'adaptation. C'est un axe d'adaptation par rapport au climat, pour encaisser les épisodes chauds, mais c'est aussi un axe d'adaptation sur la façon de recréer le cycle naturel de l'eau, de travailler sur les phénomènes de pollinisation, travailler sur l'ombrage, parce que l'arbre en fait sert à énormément de choses, il apporte énormément de services. On parle souvent du potentiel de rafraîchissement par le vent qui va balayer les feuilles et donc faire de l'évapotranspiration, mais il y a évidemment aussi toute la question de l'ombrage, donc cheminer à l'ombre quand il fait chaud, c'est absolument fondamental. Donc ça, c'est vraiment un axe d'adaptation. Et puis l'autre enjeu, c'était autour à la fois de la décarbonation, donc comment on inscrit des ambitions bas carbone dans les futures opérations de construction, et comment on renforce la couverture en énergie renouvelable et la capacité, le potentiel de production d'énergie renouvelable sur le territoire. Ça, on est plutôt sur un axe d'atténuation. Donc en fait, un travail simultanément sur atténuation, adaptation. Et j'aime bien dire d'ailleurs que peut-être par rapport à d'autres territoires, Grenoble, c'est un territoire du milieu quelque part,
il peut faire à la fois froid, il faut évidemment réduire, donc avec des problématiques de consommation d'énergie, qui si elles sont fossiles sont évidemment problématiques, donc réduire les consommations d'énergie, réduire l'empreinte carbone, mais c'est un territoire sur lequel il peut aussi faire chaud, voire très chaud, d'où l'enjeu d'adaptation. Donc c'est un territoire sur lequel on doit fondamentalement travailler simultanément donc les questions de déconsommation, décarbonation et adaptation aux conditions de demain. La vraie question, évidemment, c'est qu'un texte ne fait pas tout. Donc, comment on passe du texte à l'acculturation par les acteurs, mais là, il y a un travail aussi qui va être mené par la métropole sur comment diffuser tout ça et pas juste produire le texte. Et donc, demain, vos permis de construire doivent être faits de cette manière-là. Mais donc, il y a tout un travail sur la sensibilisation, la pédagogie, l'effet d'entraînement. Donc, d'abord pour les acteurs de la ville. Et puis, évidemment, il y a aussi un travail, donc comment on engage l'ensemble des citoyens, parce qu'on sait qu'on ne peut pas travailler aujourd'hui sur une société bas carbone, sur une société neutre en carbone, sans activer l'ensemble des leviers et sans engager simultanément les citoyens. Donc il y a tout ce passage de relais, en tout cas du texte moi j'aime bien dire même du projet réglementaire au projet sociétal et social. Donc comment on fait cet effet-là? Et puis donc on disait aussi ça prend du temps de modifier des textes, évidemment, donc comment on arrive à trouver de l'agilité dans la rédaction, comment on arrive à imaginer dès maintenant dans la rédaction comment on peut faire évoluer dans X années pour pouvoir monter d'un niveau d'ambition en s'adaptant aux filières. Et puis il y a évidemment la question de la recherche des bons équilibres entre réduire les consommations d'énergie, décarboner les constructions, travailler sur la problématique du confort. Donc là, évidemment, il y a aussi l'idée de comment le texte et comment l'OAP bioclimatique peut servir de guide pour faire projet dans cette recherche des bons équilibres entre l'ensemble des enjeux. Dans ces OAP, notamment l'OAP paysage biodiversité, qui a été vraiment, je dirais, un peu le morceau de bravoure, on s'est testé, et j'ai eu en plus le grand plaisir de voir que les tribunaux, parce que forcément quand on fait un document d'urbanisme on est attaqué, et que le tribunal avait compris finalement le sens de notre démarche, qui était de pouvoir doter le document d'urbanisme d'une dimension qualitative qui ne soit pas dans un rapport, je dirais, réglementaire de conformité, mais qui soit dans un rapport de compatibilité pour qu'on laisse de la liberté dans cette dimension, dans l'acte de construire. Sur l'OAP bioclimatisation, c'est un peu le même esprit, avec cet équilibre d'un règlement qui réglemente. 3 OAP aujourd'hui, une sur les risques, une sur les qualités de l'air, une sur paysage biodiversité. Et là, du coup, on va compléter, je dirais, cet équilibre avec cette dimension de bioclimatisation. On essaye de les construire, ces OAP, avec une dimension pédagogique, parce qu'elle joue ce rôle-là. L'acte construire est important, il est important qu'on puisse faire ce travail d'appropriation, de pédagogie, et qu'on puisse également donner clairement un certain nombre, je dirais, d'orientations, et que ces orientations disent il va falloir que vous nous expliquiez comment vous allez les prendre en compte, qui finalement va obliger le maître d'ouvrage et ses équipes de maîtrise d'œuvre, non seulement à se poser, je dirais, ces questions-là, mais à nous apporter les éléments de leur réflexion. Donc ça, c'est la façon dont on l'a conçu. Ça fonctionne avec l'OAP paysage biodiversité. On voit d'ailleurs l'enjeu absolument déterminant de l'appropriation. Ça, c'est vraiment un enjeu absolument majeur. Et sur ces éléments de bioclimatisation, c'est les éléments qu'on va devoir maintenant développer derrière. On a trouvé extrêmement pertinent, extrêmement riche, et je pense assez unique quand même, ce travail sur la cartographie des climats, donc les 10 climats identifiés avec leurs caractéristiques principales, et donc après les actions en faveur du bioclimatisme déclinées par rapport à ces 10 climats. L'apport de l'agence, il est déterminant. On n'aurait jamais réussi notre PLUI monté en un temps extrêmement court, moins d'un mandat, sous le précédent mandat. Aujourd'hui, cette collaboration, elle se poursuit avec une OAP qui est de bioclimatisation, qui va être assez inédite, et notamment dans sa capacité à prendre en compte la diversité de notre territoire. La présence des montagnes, la question de l'altimétrie, mais aussi la question de l'ensoleillement. Si vous êtes à Saint-Égrève, vous avez le soleil du soir qui tape, ou si vous êtes à Sassenage, 3 km, 4 km de là,
ou à 3 heures de l'après-midi en été où le soleil se couche, évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes éléments à prendre en compte. Et ça, c'était la force du travail qu'on a maintenant avec l'agence, d'être capable de prendre en compte cette diversité, de la traduire et de pouvoir la transformer en éléments, je dirais, de l'OAP Paysage Biodiversité pour que chaque porteur de projet, finalement, comprenne dans quel contexte, dans quel milieu il va faire se construire et il sache s'adapter, contextualiser son projet.